J'ai essayé de regarder des nouveaux projets documentaires. J'avais déjà en tête de faire un truc sur Apollo, mais l'anniversaire d'Apollo, c'était loin. Et en regardant les actualités sur le CNES, je tombe sur une petite dépêche qui raconte ExoMars. Et je n'avais pas entendu parler de cette mission, et d'ailleurs, j'avais vu très très peu de choses sur ExoMars. Et en lisant, je me rends compte qu'en fait, ExoMars, c'est un truc spectaculaire, parce qu'il y a un rover qui va faire un truc que personne n'a jamais fait, alors que les États-Unis sont déjà sur Mars depuis très longtemps. Il a une foreuse qui va à 2 mètres, et peut-être enfin on va pouvoir répondre à cette question, ce Graal que tout le monde se pose. Est-ce que la vie, est-ce qu'il y a des marqueurs biologiques sur Mars, etc. Et donc je me suis dit, il y a peut-être effectivement un projet de documentaire à faire. J'ai fait un premier doc, qui est d'ailleurs passé sur National Geographic en 2016. J'ai eu la chance d'aller au Cosmodrome en mars 2016 pour voir décoller ExoMars. Et comme tout le monde, j'étais persuadé qu'en 2018, il y aurait la suite et le rover. Bon, et comme vous l'avez vu, en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc, on va voir avec François Forget, Valérie Ciarletti et Thierry Blancard si vous avez quelques questions, peut-être sur la production, mais surtout sur ExoMars, sur la mission, parce que il y aura une suite. On n'arrête pas une mission comme ça tout de suite. Moi, je vais mettre là parce qu'il y a des notes. Qui est responsable d'ExoMars à l'ESA et qui est un peu le papa de Schiaparelli. Valérie Ciarletti, qui est co-directrice au LATMOS, qui a conçu... C'est pas ça? Ah, c'est plus vrai. Ah ben, vous allez me dire, mais vous avez participé à la conception de Wisdom, qui est le radar de sol qui est sur le rover, donc qui est toujours sur Terre, mais qui va peut-être bientôt partir, et François Forget, qui est planétologue, que vous avez vu dans le film. Puisque vous avez le micro, Valérie, juste une question que m'avait posée National Geographic. Est-ce que vous arrivez à parler d'ExoMars sans pleurer? Oui. Alors, en découvrant le documentaire de François, encore une fois, je trouve que c'est superbe. Je pense qu'il a bien capturé les hauts et les bas de la mission, les joies qu'on a eues et puis les grosses déceptions. C'est vrai que j'ai trouvé ça assez dur pour moi de voir que j'étais là juste pour pleurer. Pas que, mais oui, j'arrive maintenant. Quand on s'est vu, c'était quelques jours où c'était vraiment très très récent, et c'est vrai que ça a été super dur, vous l'avez compris. Mais ça va, on s'en remet. Et puis, bon, 2028. Et puis c'est rare de voir des scientifiques qui partagent des émotions comme ça, parce qu'habituellement dans les documentaires, vous êtes très factuel, vous partagez très très bien votre passion pour la science, pour l'ingénierie, pour le spatial, mais de partager aussi ce que vous avez là, parce que ça fait plusieurs années, 2 décennies même que vous êtes dessus, ouais. C'est assez rare, donc ça fait aussi du bien de voir ça. Oui, bah, ça fait du bien, si vous fait du bien, tant mieux, mais honnêtement, j'aurais préféré m'en passer et partager des succès, voilà. Mais bon, c'est comme ça, je vais pas nier, c'est vrai que j'ai pleuré, j'étais pas la seule à pleurer d'ailleurs. On le voit bien, oui, non, ça ne va pas rajouter. Alors justement, par rapport au succès, alors peut-être Thierry Blancard, puisque vous êtes directement connecté à la mission ExoMars, dites-nous, elle va partir avec la NASA, et elle partira quand, cette mission? Alors, déjà, la première bonne nouvelle, je pense, c'est qu'on ait eu ce conseil ministériel qui nous a amené le budget dont nous avons besoin pour réaliser cette mission. On a eu 95% du budget, donc maintenant on peut dire que vraiment la mission est sur les rails d'un point de vue financier. On est déjà en train de réorganiser les équipes industrielles pour repartir. On a plusieurs scénarios de mission. Effectivement, en coopération avec la NASA, on a 3 dates de lancement possibles en 2028. Différents scénarios, mais la date préférée pour le moment, ce serait novembre 2028 pour des raisons de puissance du lanceur. Donc on le note, novembre 2028, mais une petite particularité, là le voyage va durer... Alors, si on part en novembre 2028, on a un voyage qui va durer 26 mois. Et on va arriver sur Mars le 30 octobre 2030, ou le 28 octobre 2030. Le 28 octobre 2030. Voilà. Le rendez-vous donc effectivement, ça prend un peu de temps. C'est pas aussi direct que le scénario de mission précédent, mais quand on veut arriver exactement au même endroit sur Mars, à Oxyaplanum, quand on veut arriver à
à un certain moment pendant la journée, c'est-à-dire avant la tombée de la nuit, pour pouvoir recharger les batteries une fois qu'on a atterri. Quand on veut lancer avec un lanceur qui peut avoir des performances variées, eh bien, ça nous amène à ce genre de scénario. Ce sera un lanceur américain. Alors, pour l'instant, ce sera un lanceur américain en 2028. On a la possibilité d'utiliser Falcon Heavy, qui est le lanceur de SpaceX. Et la deuxième alternative serait un lanceur Vulcan, qui lui n'a pas encore été testé, mais est dans les cartons. C'est un lanceur qui est conçu selon les mêmes lignes qu'était le lanceur Atlas. Est-ce que peut-être dans la salle, ça j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des questions plutôt que les miennes pour... peut-être une là-bas. Alors, c'est quand même très hypothétique, cela dit, parce que si les lanceurs ne sont pas prêts, que le choix du lanceur n'est pas fait, cela dit, on a le temps pour répondre Effectivement, c'est l'objet d'avoir le choix entre plusieurs alternatives. Donc, les alternatives en coopération avec la NASA consistent à avoir le choix entre ces deux lanceurs. Si on ne pouvait pas avoir un lanceur américain, à ce moment-là, on pourrait éventuellement se rabattre sur... Enfin, se rabattre, façon de parler. Si on pourrait utiliser le lanceur européen Ariane 6 qui serait prêt, lui, à ce moment-là, pour un lancement en 2030. Devrait être prêt. Parce que pour l'instant... Pour l'instant, il y a eu un certain nombre de retards. Mais on espère que de toute façon, il va y arriver. Hein. Mais ça s'accroche, comme on dit. Voilà. On on préférerait lancer en 2028, bien sûr. Alors, la question, peut-être... Moi, j'ai une question peut-être un peu bateau, mais rassurez-moi, vous n'aviez pas encore transféré le rover aux Russes? Non. L'ensemble de notre matériel, toute la sonde est encore dans la salle propre à Turin. En fait, l'arrêt de la coopération a été prononcé 2 semaines avant le vol du premier avion cargo Antonov vers Baïkonour. Et la plateforme, elle est toujours à Turin ou elle est partie chez les Russes? La plateforme est toujours à Turin. Tout le matériel est toujours intégré à Turin. On est en discussion avec nos ex-collègues russes pour démonter cette plateforme, pour pouvoir récupérer un certain nombre d'équipements qui sont à bord, dont certains instruments aussi. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, si, merci. Dans les nouveaux scénarios de la mission, que fournissent les Américains, en plus du lanceur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et quelle est leur attitude? Parce que quand même, ils vous ont abandonné, certes pas de leur fait directement, c'est pas la NASA qui vote son propre budget, mais ils vous ont abandonné voilà, il y a quelques années, comme c'est expliqué dans le documentaire. Ils vous voient revenir. Est-ce qu'ils sont humbles? Est-ce qu'ils sont compréhensifs? Quelle est leur attitude? Sans rancune. Sans rancune. Alors effectivement, sur cette mission pour Rosalind Franklin, on a besoin de petites chaufferettes qui fonctionnent sur la base de matériaux radioactifs. On appelle ça des RHU, Radio-Isotope Heater Unit. Hein. Et en Europe, on n'a pas encore ce genre de petites chaufferettes. On a utilisé ça par le passé sur la mission Huygens, mais là, en l'occurrence, ces chaufferettes utilisent du plutonium-238 et en Europe, on n'en a pas. Donc le seul moyen d'avoir accès à ce genre de matériaux, c'est d'aller soit chez les Russes. Les Russes étaient capables de nous fournir ce genre de RHU, soit chez les Américains. Et c'est une des contributions critiques des Américains pour ce nouveau scénario de mission. En fait, aujourd'hui, ils ont encore en stock un certain nombre de RHU de la mission Cassini-Huygens, même s'ils ont déjà prévu d'en refabriquer un nouveau set pour équiper Rosalind Franklin. Si on parle de RHU, donc de matériaux radioactifs pour générer de la chaleur à bord pour préserver les électroniques pendant l'aiguille, nécessairement, on va parler d'un lanceur américain. Pourquoi? Parce que les Américains n'accepteront jamais d'exporter du plutonium-238 à l'extérieur du territoire US. Donc aujourd'hui, on a une coopération qui tourne autour de la provision d'un lanceur, des RHU, et on est pour parler pour également bénéficier des moteurs qui ont fait atterrir Persévérance et Curiosité. Alors une petite question, oui. François, vous vouliez ajouter quelque chose?
C'était juste pour préciser par rapport à la situation de quand la NASA a abandonné le programme ExoMars. D'abord, comme c'est mentionné, elle est restée scientifiquement impliquée, notamment avec cet instrument qui s'appelle MOMA, qui est un instrument compliqué, et on peut la remercier. Et puis surtout, il y a eu un nouvel élan dans la coopération Europe-ESA, États-Unis, NASA, parce que depuis, ensemble, nous avons un projet de retour d'échantillons de Mars, donc qui est complémentaire à ExoMars, véritablement. Ce qui fait que, vous avez entendu, on mentionne ce projet qui s'appelle Mars 2020, Persévérance, l'envers Persévérance, qui est mentionné plusieurs fois, dont le but est de ramasser, de préparer des échantillons qui vont être ramenés sur Terre. Et là, l'Europe est un partenaire quasiment à 50-50. On fournit le vaisseau spatial, on va dire, qui va attraper les échantillons une fois qu'ils sont en espace, les ramener sur Terre, les déposer. Et c'est dans tout ce contexte-là qu'on a pu repartir sur de bons pieds, je dirais, dans la collaboration, dans les discussions. Ça fait un peu partie d'un ensemble. Et donc, c'est la situation un peu plus saine qu'il y a quelques années. Alors, si on fait tout ça, on envoie un rover comme ExoMars, celui d'ExoMars, pour essayer de trouver de la vie, si on ramène des échantillons, c'est qu'on a quand même de bons indices sur le fait qu'on y trouve peut-être des marqueurs, des biomarqueurs à l'intérieur de Mars. C'est une bonne question. On a quelques indices. Ce qui est surtout important, les grandes découvertes de ces dernières années, c'est qu'effectivement, on a eu la preuve, la confirmation par plein de moyens différents, y compris sur place avec les rovers, qu'il y a eu, il y a 3-4 milliards d'années, une période où Mars, comme c'est montré un peu dans le film, qui est découvert de lacs et de rivières, propice à la vie. À la même époque, la vie est apparue sur Terre, donc c'est cette logique-là qui est racontée. Vous avez tous peut-être entendu parler des rovers Curiosity et Perseverance, qui avaient été précédés par Spirit Opportunity. Il y a un grand nombre de rovers américains sur Mars, à laquelle la France participe, mes collègues de Toulouse, et aussi de l'Atmos. Mais je dois dire qu'une particularité, on peut le souligner ici, d'ExoMars, c'est que non seulement il va faire quelque chose d'unique, c'est-à-dire de forêt à 2 mètres, ça c'est bien dit dans le film, mais j'ai envie d'ajouter quelque chose. C'est que j'ai la chance de faire partie du comité qui a ajouté la choisi minute qui me d'atterrissage. manquait dans le film, peut-être pour compléter. Non, mais on ne peut pas tout dire. C'est que le site d'atterrissage qui a été choisi, c'est encore une autre planète Mars. Spirit, Opportunity, etc. ont été voir on va dire, vont naturellement au fond de lacs relativement récents, très bien préservés. On voit les sédiments, c'est magnifique. Persévérance, c'est sur un delta, vous voyez, vous avez l'impression de voir une petite Camargue aujourd'hui asséchée, bien sûr. Mais on n'a qu'une envie, c'est de regarder si on ne va pas trouver des bactéries, voire des coquillages, vous voyez le genre. Bon, j'exagère un peu. Par contre, pour ExoMars, on a choisi un site bien plus ancien, avec beaucoup d'argile. Alors vous allez me dire, de l'argile, il y en a beaucoup sur Terre, c'est normal. Il y en a beaucoup sur Terre parce qu'il y a beaucoup d'eau. L'argile, ce sont des roches qui ont été imprégnées d'eau pendant une très longue durée. On trouve presque pas ça, on trouve un peu quand même dans les sites plus récents explorés par Perseverance et Curiosity. Et là, on va voir quelque chose, encore une autre planète Mars. Une autre planète Mars où on pense qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau, encore plus que simplement quelques lacs et rivières. Donc c'est une des autres raisons pour laquelle ExoMars n'est pas du tout obsolète et ne sera pas obsolète dans 10 ans. On explore une autre planète Mars encore bien plus ancienne que celle explorée par les rovers américains. Alors j'ai juste une question pour Valérie, parce que dans l'équipe Nat Geo, on me l'a posé. Vous avez participé donc à la création de Wisdom. Wisdom, c'est un radar de sol. Alors nous qui produisons pas mal de documentaires en Égypte, c'est des radars qu'on utilise pour vérifier s'il y a des cavités, de la présence de puits qu'on pourrait forer. C'est un peu ça, sauf que c'est sur le rover. Mais comment on sait qu'il faut aller à plus de 2 mètres pour aller chercher des traces de vie, et pourquoi pas à 3, etc. Oui, alors effectivement, je suis la responsable scientifique du radar à pénétration de sol qui s'appelle Wisdom. Alors pour la petite histoire, parmi les grands plaisirs qu'on a eu dans cette mission, c'est que Wisdom, donc ce radar, a été le premier radar à pénétration de sol à être sélectionné pour une mission. Depuis, on a 2 radars à pénétration de sol sur Mars, un américain, un chinois. Il y en a 3 sur la Lune. Des Chinois, on aurait dû être le premier arrivé. On sera peut-être le dernier si on arrive un jour. Voilà. Donc, pourquoi on s'intéresse au sous-sol de Mars ? C'est la première et vous êtes fait doubler. C'est un peu ça. Oui, enfin, c'est pas que de notre faute, mais, mais c'était une belle victoire. Et pendant des années, dans des congrès, j'étais avec des collègues, même américains, où on expliquait qu'il fallait s'intéresser au sous-sol parce que on connaît bien la surface de Mars. On l'a observé depuis l'orbite, on fait de la minéralogie, on a des images super précises. Je pense que vous en avez vu, on en voit des vraiment très très belles. On connaît bien le modèle numérique de terrain, on voit même des stratifications qui sont exposées dans des cratères
Donc on connaît très bien la surface et puis le premier centimètre peut-être de Mars. Mais le sous-sol, bien, c'est quand même une grosse inconnue. Alors il y a des radars en orbite qui ont très bien cartographié les pôles, parce que les ondes radar pénètrent très très bien dans la glace. Donc on a de bonnes images des pôles. Alors pourquoi on va chercher la trace de vie dans le sous-sol martien? C'est parce que ça fait un bout de temps que la surface martienne, les conditions à la surface de Mars sont tout à fait hostiles. Je crois que Frances le dit dans le documentaire, c'est que à cause des radiations, de l'oxydation, l'eau liquide, ne serait-ce que l'eau liquide, n'est pas stable à la surface de Mars parce qu'il n'y a pas assez de pression vu la température, et donc même s'il y a de la glace qui fond, elle se sublime, elle disparaît totalement. On fait une Mais les 2 fixation sur mètres, l'eau liquide. on l'a calculé, on sait que Oui, c'est des modèles parce qu'on ne sait pas trop. En fait, c'est vrai qu'on n'a jamais creusé vraiment si profondément dans le sol de Mars, mais on estime qu'à 2 mètres, on a de bonnes chances d'avoir des biomarqueurs qui soient restés intacts. Parce que si on fait tout ça pour son compte, finalement, il fallait aller à 2,50 m. Mais ça, on ne le saura pas. C'est les 50 cm. On ne le saura pas, parce que tant qu'on n'est pas allé à 2,50 m, on ne sait pas si c'est mieux à 2,50 m. Il y a un moment, il faut faire des paris. En tout cas, c'est nettement mieux que de rester sur la surface. C'est pour ça que ExoMars reste pour l'instant une mission unique en son genre, même s'il y a des retours d'échantillons, donc d'échantillons prélevés par Persévérance, comme le rappelait François, excuse-moi. Ce sont des échantillons qui ont été collectés quand même pas très profonds sous la surface. Et donc, regarder en profondeur, c'est quand même le truc d'ExoMars. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui, si la quête de vie est plus... Si on a plus de chances de trouver des traces de vie à 2 mètres, enfin dans le sous-sol, quel est l'intérêt d'une mission comme Persévérance d'aller, parce qu'ils sont quand même sur un ancien lac, etc., ils cherchent en plus en surface. Quelle est leur chance par rapport à ExoMars de trouver, vous voyez, est-ce qu'on peut se dire, mais quel est l'intérêt à ce moment-là? Pourquoi avoir envoyé une sonde en surface, puisque la vie a plus de chances d'être restée telle qu'elle était en sous-sol? Je vais laisser François répondre, mais je vais juste commencer par une chose. Les molécules, ce qu'on appelle les molécules organiques, sont des molécules qui ne sont pas forcément liées à la vie. Hein. C'est du carbone. Le méthane peut être issu de l'activité volcanique, comme je sais pas, des élevages de vaches. Donc il y a dans un cas des biomolécules, et dans l'autre cas, c'est des molécules qui sont toutes les deux organiques, mais une est liée à la vie et l'autre pas liée à la vie. Ce qui est clair, c'est qu'en surface, on peut faire quand même des analyses chimiques, même si les molécules sont détruites ou décomposées, on a quand même des atomes et des fragments de molécules, ou même des molécules assez simples qu'on peut trouver au niveau de la surface et qui ont été préservées. Mais la complexité des molécules, les biomolécules qu'on peut chercher, enfin qu'on espère trouver, ou des traces de vie, ne seraient pas préservées à la surface. Et heureusement, on a d'autres choses que la vie à découvrir sur Mars. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une question vraiment logique et qu'on se pose parce qu'on va ramener des échantillons qui vont être récupérés à quelques centimètres de profondeur dans des petites carottes. Bah, c'est très difficile de faire autrement. En fait, on n'a pas pu allier le drill. En fait, il faut d'abord le prouver, ce sera peut-être quelque chose qu'on fera plus tard. Alors, d'abord, quand on suit la mission Persévérance, elle trouve quand même des très beaux roches alimentaires. Il faut savoir que dans cette région-là, il y a quand même beaucoup d'érosion. Alors, à l'échelle géologique, c'est très lent, mais ça veut dire qu'on peut parfois atteindre, et c'est ça qui était la stratégie officielle de Persévérance, donc qui ramasse les échantillons, on peut parfois trouver des affleurements, des affleurements de roches, qui sont en fait, qui ont été dégagés par de l'érosion éolienne, du vent, qui a peu à peu arraché, et puis on trouve des roches qui datent d'il y a plus de 4 milliards d'années, ou 3 milliards et demi d'années typiquement, pour ce site-là, mais qui en fait ont été profondément enfouies pendant des milliards d'années, et ça fait finalement que quelques millions d'années qu'elles sont remontées près de la surface. Donc il y a un petit pari qui est de dire, avec un peu de chance, on va trouver comme des échantillons qui n'ont pas passé des milliards d'années tout près de la surface à être abîmés, comme on a dit, par les rayonnements et puis le côté oxydant de l'atmosphère, mais simplement depuis quelques millions d'années. Il y avait un drone aussi sur Persévérance, hein, qui s'est envolé du rover pour faire quelques plans un peu spectaculaires de Mars. Ouais, c'était absolument un démonstrateur technologique, donc c'est assez fascinant, ça marche remarquablement bien. On pensait qu'il survivrait... il ferait juste quelques semaines de mission. En fait, il est increvable. Il se pose, il recharge ses batteries, il repart. Il sert maintenant à peu près
à regarder à l'avance où va aller le rover, mais surtout il a tellement bien fonctionné qu'il a convaincu la NASA et l'ESA, j'ajouterais, de l'utiliser pour des opérations. Alors, puisqu'on parle de retour d'échantillons, finalement, à l'origine, dans le projet de retour d'échantillons, il devait y avoir un atterrisseur qui porte une grosse fusée, qui va ramener l'échantillon dans l'espace, d'accord? Mais il faut aussi aller récupérer les échantillons qui ont été ramassés par le fameux Perseverance, qui est là-bas depuis 2021. Eh bien, à l'origine, il devait y avoir un petit rover européen, qu'on appelait le Fetch Rover, dans notre jargon, qui était complètement fait. Et puis, finalement, c'était compliqué de faire tout en même temps, et ce Fetch Rover a été abandonné. Bonne nouvelle pour ExoMars, c'est pour ça que j'en parle, puisque ça a libéré des ressources pour qu'on puisse finalement réinvestir cela et maintenir le projet ExoMars. Mais par quoi est-il remplacé, ce Fetch Rover? Par 2 petits hélicoptères. Comme chez Amazon. Qui vont pas seulement se balader comme fait Ingenuity, le nom du petit hélicoptère, mais il va y avoir une petite pince, un petit système, ils vont se poser, ramasser l'échantillon et les ramener à la petite fusée qui va ramener ça dans l'espace. Donc cet hélicoptère joue un rôle pour le retour d'échantillons et même pour ExoMars finalement. Il remplace le petit rover européen et qui nous permet de faire ExoMars finalement, de prolonger ExoMars à la place. Merci à ce petit hélicoptère. Bon, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, non. Moi, pardon François, j'aurais une petite question pour toi. Oui. Dans le documentaire, on comprend que la collaboration avec la Russie n'a pas toujours été simple. Est-ce qu'il en a été de même pour toi pour la production du documentaire? Avec la Russie? Oui, avec Roscosmos. Ah, pour la partie tournage en Russie, On est entre nous, hein, t'inquiète pas. ça n'a pas été compliqué, en fait. Ça a été long, fastidieux, mais on est arrivé, je crois, au bon moment. C'était assez calme quand on a fait ce tournage, donc effectivement, on a dû. Le problème avec la Russie, c'est que c'est pas forcément très bien organisé, donc on s'adresse à des personnes qui n'ont pas le pouvoir, qui nous renvoient vers d'autres. Ça prend un temps fou, ça a pris 1 an pour avoir une petite autorisation, mais qui ne nous convenait pas, donc on a dû continuer, etc. Et heureusement, en plus, on avait quand même ce qu'on appelle un fixeur, une personne qui est basée sur place, qui nous a beaucoup arrangé des rendez-vous. Donc non, bien sûr, c'est pas aussi fluide que ce qu'on a pu faire dans le reste du monde par rapport à ExoMars, mais on a pu tourner. Voilà. Et par ailleurs, Korablev n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Il parle des difficultés de collaboration entre différentes cultures, mais il le dit. Voilà. Et c'est quand même intéressant parce que je pensais au départ qu'il ne parlerait absolument pas de ces difficultés-là. Il l'a fait et il a plutôt été honnête. Je voudrais ajouter, parce que dans le film, on voit bien que, notamment entre les industries, Thales, Aboshkin, etc., je ne vais pas mentionner, il y a des difficultés, ESA, Roscosmos aussi, mais au niveau scientifique, je dois insister que ça se passe bien, ça s'est bien passé, et par exemple, on voit Oleg Korablev, hein, c'est je crois que c'est le seul russe qu'on voit dans le documentaire, autant il y a une culture du secret, justement, au niveau industriel, au niveau agence spatiale, avec qui on, je ne vais pas dire collabore, non affreux, enfin on continue à travailler. Si je qualifiais son travail, c'est d'abord ils sont super forts, très intelligents, et ils sont honnêtes et très sincères, plus que des collègues européens, ce qui est une surprise, ce qui a été une surprise pour moi. Là, je parle surtout de la collaboration autour du 13 gas orbiteur, sur lequel il y a un gros instrument russe, sur lequel je travaille, et franchement, c'est l'image inverse de ce qu'on peut imaginer, le côté slave secret. Là, c'est au contraire grande honnêteté intellectuelle, une certaine humilité, tout en étant très très fort. Donc, il y a les deux. Il y a vraiment les deux. C'est un ensemble. Tout le monde parle toujours de ça, de cette dualité slave-russe. Et ben, c'est une réalité quand on le vit au quotidien. Merci. Est-ce que vous voudriez ajouter peut-être tous les trois, Valérie ou Thierry, quelque chose sur ExoMars? Vous serez vraiment à la retraite en 2030? 2030, ouais. Ouais, je crois. Mais vous suivrez. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est pas possible, parce que effectivement, j'étais à l'origine de la proposition de ce radar, donc, mais je ne serai plus. Non. Thierry, non, vous ne serez pas à la retraite encore. Oh, si, Si, aussi. Ouais, oui. Oui, moi c'est très bientôt, très très bientôt. En fait. Ah ouais, donc Ouais. c'est encore, En fait, tout autant émouvant que pour Valérie. parce que- Ces derniers mois, je les ai passés à remonter une nouvelle équipe, jeune, pleine de vigueur. En
En fait, c'est une super équipe. Ils sont en train de démarrer maintenant. Et en fait, bon, depuis le début, je dois dire que ça a quand même été une équipe qui est restée très soudée, très persévérante, qui a toujours su aborder les difficultés. On a recommencé. Puis là, ça continue finalement. Et un nouveau scénario, une nouvelle coopération. Bon, comme François le disait, il y a une certaine motivation de la part de la NASA cette fois-ci de coopérer avec nous. Le fait qu'il n'ait plus à s'occuper du lancement du Sample Fetch Rover leur permet de débloquer des fonds pour lancer ExoMars. Mais là, vous passez la main. Mais là, je passe la main. Et juste un dernier point, quand vous vous êtes vu en 2016 sur le pas de tir et puis pendant toutes les péripéties, ça vous a fait quoi? C'était émotionnellement très chargé. Je dois dire que en fait, j'étais un petit peu comme Valérie. Hein. Ouais, il y avait pas de caméra, mais c'est vrai que bon, c'est difficile. On se retourne sur toutes ces années, tous les efforts qu'on a passés. C'est quand même un bon souvenir, ExoMars. ExoMars, oui, c'est un souvenir fabuleux. C'est une aventure humaine. On a vécu des coopérations multiples, on a vécu avec tout un tas d'ambitions, de rêves. C'est vraiment une aventure humaine où des gens se sont brûlés peut-être et d'autres se sont épanouis, ont grandi. Et maintenant, la nouvelle équipe est prête à reprendre ce challenge. C'est fabuleux, je trouve. Merci. Merci à toutes et à tous. Ah, dernière question. Alors, in extremis. Désolé, j'arrive après la conclusion pour une question technique un peu pour Thierry, c'est ça. J'ai pas très bien compris dans le documentaire. On comprend que le problème de la première sonde, qui a un nom italien que j'ai oublié, Schiaparelli. Que le problème était un des capteurs, un des gyroscopes dans la sonde. Et pourtant, on a l'impression que vous avez remis en question tout le fonctionnement des parachutes, des fournisseurs de parachutes, etc. Quel a été vraiment le problème en fait? Il y a eu un déchirement des parachutes? Alors, le module Schiaparelli pesait 600 kg et utilisait un seul parachute, un étage de parachute de 12 mètres de diamètre, un parachute supersonique qui s'ouvrait à Mach 2. Le module de descente qui emportait le rover Rosalind Franklin, lui, pèse 2 tonnes. Ça nous a amené à avoir un système de parachute double. En réalité, on a 4 parachutes, 2 parachutes principaux et 2 petits pilotes. Pour poser 2 tonnes, on a eu besoin de faire appel à un parachute supersonique de 15 mètres de diamètre et le deuxième qui est subsonique qui fait 35 mètres de diamètre. Donc effectivement, ce sont des systèmes différents. Les conditions de test ou d'utilisation de ces parachutes étaient également différentes. C'est pour ça qu'on a été amené à faire beaucoup plus de tests et on a rencontré pas mal de difficultés pendant ces tests, effectivement. Merci. Bon, je crois que c'est le moment de trinquer. Merci à tous.